canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un livre, d'un livre assez particulier, qui en même temps parle de cinéma, qui est très très drôle, qui prend beaucoup de distance avec le cinéma, avec la critique de cinéma, avec la cinéphilie, avec plein de choses. Un livre étonnant, vraiment très étonnant. Je pense que de tous les livres que j'ai pu recevoir depuis que j'ai créé cette chaîne, je crois que c'est le livre le plus drôle et en même temps paradoxalement sérieux, j'ai envie de dire aussi. Enfin, il est très particulier ce livre et j'ai entendu ici là beaucoup de gens me dire aussi qu'il était très particulier, ce qui veut dire que c'était très positif. Le livre s'appelle L'invention du cinéma. Alors pardonnez-moi, j'ai les épreuves non corrigées. C'est édité chez Marest Éditeur. C'est l'auteur est Luc Chomara. Bonjour Luc, comment allez-vous? Bonjour, très bien. Est-ce que je peux vous demander un service? Est-ce que vous pourriez montrer, s'il vous plaît, la véritable couverture de votre livre? Parce qu'elle est très très belle. Alors le vrai, c'est... Voilà, c'est ça. Je voulais quand même qu'on la voit. Et donc, ça s'appelle L'invention du cinéma. Il faut savoir, merci beaucoup, il faut savoir que vous aviez déjà écrit en 2017 un autre livre édité chez Marest qui s'appelait Les 10 meilleurs films de tous les temps avec le légendaire Yasujiro Ozu. En tout cas, c'est un cinéaste qui revient souvent dans ce livre, qui a à peu près, c'est à peu près la même ambiance, le même style. C'était édité en 2017 chez Marest Éditeur. Celui-là aussi, d'ailleurs, je remercie Pierre-Julien Marest. C'est votre troisième livre chez Marest. Et dans le descriptif de la vidéo, vous avez un lien, vous cliquez dessus et vous tombez sur ce livre. Alors, j'ai oublié de dire quand même quelque chose de très important, c'est que vous êtes auteur de plusieurs romans noirs et vous avez obtenu le Grand Prix de littérature policière en 2016 avec un trou dans la toile. Mais la question, elle est, enfin, vous êtes écrivain, mais j'aimerais savoir comment on écrit un livre comme celui-ci. Moi aussi, si jamais il fallait le refaire. Comme n'importe quel autre livre, c'est une question d'envie. C'est-à-dire que un matin, vous avez envie d'écrire quelque chose et ça vous surprend plutôt. C'est plutôt quelque chose qui vous surprend. Et puis après, vous décidez de continuer ou pas. Et puis des fois ça marche, et puis des fois ça marche pas. Voilà, c'est vraiment ça. C'est une. Bon, c'est peut-être pas très précis ce que je dis, mais c'est vrai, je suis pas quelqu'un qui se dit tiens, je vais faire ça parce que c'est ce qui marche en ce moment, ou je suis incapable de ça. J'ai envie de quelque chose, mais encore une fois, je ne saurais pas vous dire d'où ça vient. Ça vient. Bon, alors après, le cinéma, moi, j'aime bien le cinéma comme beaucoup de gens, donc c'est une envie qui est plutôt écrire sur le cinéma, c'est une envie qui est plutôt chronique. Voilà, donc c'est une demi-surprise. C'est une demi-surprise. Vous savez, il y a une question que je pose très souvent à mes invités pour savoir un peu d'où ils viennent cinématographiquement parlant. C'est la fameuse question de l'image marquante que j'ai recopiée à Serge Danet. Hein, j'ai rien inventé là-dedans, mais je la trouve très très belle cette idée d'image marquante. À savoir, est-ce qu'il y a une image comme ça généralement, c'est lié à l'enfance, qui aurait peut-être un lien avec le rapport que vous entretenez aujourd'hui avec l'image sous toutes ses formes. Alors cette image, ça peut être bien évidemment un extrait d'un film, mais ça peut être aussi un rêve ou une peinture ou même quelque chose que vous auriez imaginé en écoutant par exemple une émission de radio ou un truc que vous avez vu dans la rue, mais qui aurait peut-être un lien avec votre rapport à l'image aujourd'hui. Est-ce que vous en avez une, cette image marquante? Une image plus que les autres, non, je suis pas sûr. Ouais. Moi, je suis plus un enfant de la télé, c'est-à-dire que quand j'étais petit, on me laissait sur le tapis avec la télé allumée. Le cinéma, il est venu trop tôt pour moi. Ou peut-être tant mieux d'ailleurs, peut-être pas trop, je sais pas. Il est venu, j'étais au cours préparatoire. Donc j'avais 5 ans. Mais c'est une autre génération. C'est-à-dire qu'on n'était pas coutumier des images. Et par exemple, quand je vous dis que je suis un enfant de la télé, c'est que pour moi, l'image mouvante, c'était du noir et blanc. Parce qu'il y avait les noirs et blancs à l'époque. Donc, voir quelque chose, voir une image très grande en couleur, c'était déjà quelque chose d'incroyable. Et surtout, on m'a fait voir des films épouvantables. Alors, qu'ils ne sont pas
en soi, mais encore une fois, j'avais 5 ans, j'étais un enfant très impressionnable, et puis c'était une autre génération, on n'était pas du tout habitué aux images. Donc on m'a fait voir, alors je ne sais pas dans quel ordre, c'est les deux de façon assez rapprochée, c'est le voleur de Bagdad de Pressburger et Powell, et Moby Dick de John Huston. Et donc, c'était des films absolument terrifiants pour moi. Et s'il y a une image qui m'a marqué, alors je vais quand même vous le dire, c'est le géant qui sort de la bouteille dans le film de Hmm. Powell. Il a fallu me sortir de la salle. Ah La oui. maîtresse, la maîtresse a dû me prendre par la main et me sortir de la salle parce que je pleurais tellement j'étais impressionné. Euh, voilà, mes petits camarades, ils supportaient plutôt, plutôt bien, je crois. Et moi, il a fallu me sortir de la salle. Et je me souviens qu'elle est revenue avec moi, parce qu'évidemment, je voulais voir malgré tout. Et je me souviens qu'à la fin, les deux héros reviennent. Enfin, il y a le tapis volant et tout. Et elle me disait, regarde, il va délivrer son copain, et tout ça, etc. Bon, bref, ça va bien se terminer, quoi. Voilà. Donc, voilà, il y a eu ça. Ouais. Il y a eu ça. Est-ce que vous considérez, pardonnez-moi, peut-être c'est un mot grossier, comme un cinéphile? Vous dites ça, un mot grossier à cause des bouquins. Si par cinéphile on entend quelqu'un qui aime le cinéma, voire parfois déraisonnablement, oui, je suis ça. Moi, j'ai eu fait des 80 bornes en bagnole pour voir un film. Ah oui, vous l'avez fait ça, le Oui, enfin, fameux c'est voyage pas. complet. Il y a des gens qui font pire, mais oui, j'ai fait ça parce que je voulais voir ce film-là et qui passait à ce moment-là dans une autre ville. Voilà. Bon, donc je suppose que ça me fait entrer à mon corps défendant dans la catégorie des cinéphiles, oui. Oui. Je vous ai posé la première question que je vous avais posée, c'était comment on écrit ce genre de livre, parce que en plus de ce que le livre contient, je pense que c'est aussi, enfin, il y a aussi un style, ça. Bon, de dire ça de vous, c'est un pléonasme, mais ça m'intéresse beaucoup de savoir comment on entreprend un projet littéraire de cette trempe, par où on commence, enfin, si est-ce qu'il y a un plan bien détaillé ou il y a parfois des formes Non, d'improvisation. non, moi, il n'y a jamais de plan. Même quand j'écris puisque j'en ai écrit, des livres qui, en tout cas, ont été classés dans la catégorie des polars, même s'ils n'en sont pas vraiment. J'ai Hmm. aucun plan parce que je l'ai dit plusieurs fois. Je sais pas si je pense qu'on ne doit pas me croire, mais parce que si j'en avais un, je m'ennuierais profondément en écrivant. Enfin, écrire, c'est déjà une activité assez aride. Voilà. Donc moi, je suis mon premier lecteur. Je me demande ce qui va se passer après. Alors parfois, je me retrouve dans des situations compliquées parce qu'effectivement, je ne sais pas comment m'en sortir. Mais non, à plus forte raison, ce genre de texte qui est exclusivement basé sur je dirais, l'amour qu'on a pour certaines choses. Enfin, c'est très difficile de paramétrer ça. Donc non, ça part comme ça. Puis comme je vous ai dit, après, on voit si ça suit ou pas. Je ne connais pas bien les zones d'où ça vient. Je suppose je suppose que je mens à moitié, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une zone quelque part aussi qui dit, attends, là, faut faire comme si, ça va être mieux et tout, etc. Certainement il y a un petit calcul quelque part à un moment donné, sinon ça s'arrêterait nulle part, enfin il n'y aurait même pas un nombre de pages défini, il y aurait même pas, ça serait illisible pour tout dire. Hmm. Mais donc il y a forcément, c'est paramétré d'une façon ou d'une autre, mais je sais pas trop comment, tant que ça marche, ça me va. Tant que moi je suis satisfait en tant que lecteur, je me dis que d'autres le seront. D'autres le seront. Mais quand vous écrivez ce livre-là, Les 10 meilleurs films, et surtout celui qui nous réunit aujourd'hui, à savoir l'invention du cinéma, est-ce que vous partez toujours de quelque chose qui soit réel et qui soit surtout très proche de vous? Oui, oui, ça c'est vrai. C'est-à-dire que les 10 meilleurs films de tous les temps, je l'ai écrit parce que j'ai des grandes pulsions de dénuement de temps en temps. C'est-à-dire que je me dis, allez, t'as trop de choses, voilà. Et donc, je voulais garder, je pense qu'à un moment donné, je m'étais dit, tiens, tu vas garder que 10 films. Vous savez, côté île déserte et tout ça. Hmm. Donc, il faut faire la liste. Et c'est très compliqué. Je me suis aperçu que c'était très compliqué parce que le cinéma, c'est beaucoup une question d'humeur. C'est-à-dire, je pense que certains jours, on a envie de voir
des chefs-d'œuvre, et puis certains jours, pas du tout. On a envie de voir autre chose. Bon. Donc, la liste peut varier d'une heure à l'autre, d'un jour à l'autre. Et on est très très sûr un jour que voilà, ça c'est les 10 meilleurs films de tous les temps. Très très vite ça change, et avec une sincère bonne foi. Donc ça m'a amusé. Je me suis dit que c'était une façon de parler des films que j'aimais, parce qu'en fait c'était uniquement ça. Hein. J'avais envie de parler des films que j'aimais, et donc je me suis projeté dans ce personnage qui veut vraiment écrire la liste des 10 meilleurs films de tous les temps, et qui évidemment ne va pas y arriver. Mais du coup, lui aussi, ça lui permet de parler d'un certain nombre de choses. Et pour l'invention du cinéma, vous partez de quoi exactement? C'est quoi le truc réel? C'est autre chose. C'est mon petit dernier, à un moment donné, je lui ai expliqué, je le dis dans le livre, c'est vrai, je lui dis, bon, donc tu sais que c'est les frères Lumière qui ont inventé le cinéma. Je ne sais plus pourquoi, si, parce qu'il était rentré de l'école avec, bon, il s'agissait de cinéma à l'école, voilà. Et il m'a dit, mais pas du tout. Et il m'a dit, mais si, j'ai dit, non, il me dit, pas du tout, c'est Louis-Aimé Augustin Le Prince qui a inventé le cinéma, et il a disparu avec son invention, dans un donc moi, je ne dis pas n'importe quoi, mais dans le côté, je ne voyais pas comment il pouvait avoir inventé un nom pareil. Et donc, c'est bel et bien sa maîtresse qui leur avait expliqué ça. Et ça a été assez fascinant, parce que dans la semaine où il m'a raconté ça, j'ai vu la bande-annonce d'un film qui s'appelle Talking Head, de Mamoru Oshii, un film live de Mamoru Oshii. Et la bande-annonce qui est extraordinaire, je vous recommande. Dedans, bon, c'est en japonais, mais c'est sous-titré. Il explique qu'il y a quelque chose certainement de maudit dans le cinéma en soi, où il explique des choses sur lesquelles je suis revenu, comment Méliès a fini ses jours, etc. Et donc, Louis-Aimé Augustin Le Prince a disparu avec son invention. Et donc, je me suis dit, tiens, là, il y a synchronicité ou quelque chose comme ça et tout. Et puis, du coup, je me suis intéressé à travers cet enfant au début du cinéma, parce que moi, je suis un spectateur assez inculte, c'est-à-dire pour qu'un film m'intéresse, il faut quand même il faut qu'il soit un peu proche de moi, donc j'ai un peu cette paresse vis-à-vis des films très anciens, voilà, qui demandent plus d'efforts, plus de concentration, on va dire. Mais en même temps, vous avez préfacé le très beau bouquin de Nicolas Tellop sur Richard Fleischer. Pour moi, Richard Fleischer, c'est le cinéma récent. Ah, voilà. Non, mais vous êtes de mauvaise foi quand même. Vous êtes vraiment un cinéphile. Hein. Vous êtes vraiment de mauvaise foi. Hein. D'accord, ok. Je note. Non, mais Richard Fleischer, c'était une évidence. D'abord, Pierre Julien me l'avait demandé, et puis c'est une évidence, parce que j'ai été vraiment, alors pour le coup, un fan hardcore, et je suis toujours, de 20 milieux sous les mers, des Vikings, des flics de l'ordre de la nuit, de l'étrangleur de Boston, et de tout ça, j'ai été en tant qu'enfant, c'est-à-dire en recevant les choses vraiment au premier degré, et je le suis toujours. Enfin, il y a d'autres raisons qui se sont ajoutées depuis, donc ouais. Non, mais quand je vous dis qu'il y a par exemple, j'ai découvert très tardivement et très récemment, j'ai découvert Karl Theodor Dreyer. Donc, je n'avais jamais vu un film de Karl Theodor Dreyer, parce que je pense, a priori, je me disais, qu'est-ce que ça va être chiant. Et la vérité, est entre les deux, c'est-à-dire qu'effectivement, ça demande un effort. Mais la récompense est extraordinaire. Et par exemple, Le Jour de colère, aujourd'hui, est un de mes films préférés. Je pense que, même si nos parcours sont différents, mais je pense qu'effectivement, quand on a un certain âge, quand on est très très jeune, alors peut-être parce que on a envie on reproduit un peu ce qui est autour de nous, donc on se dit non, ça peut pas être chiant, Tarkovsky, c'est pas vrai, c'est pas chiant. Mais après, plus on vieillit, au moment où on se dit, on s'en fout, quoi.
c'est pas grave. Faut pas sacraliser en fait la cinéphilie, le cinéma. Et c'est ça qu'on retrouve dans les 10 meilleurs, mais surtout aussi dans l'invention du cinéma. C'est ça, c'est le côté pas désacraliser tout ça une bonne fois pour toutes. Et puis, en tout cas, c'est ce que je retiens énormément, c'est ce côté désacralisation qui est pour moi assez importante et qui nous permet un peu de respirer aussi. Oui, je suis d'accord. Mais là, c'est plus, c'est pas tant une, tentative, je dirais, consciente de désacraliser que c'est plutôt le contraire. C'est que je trouve que quand les choses sont sacralisées, euh, là, pour le coup, c'est très ennuyeux. Je trouve les gens qui en parlent assez ennuyeux. Quand on parle de gens que j'ai choisis, comme Ozu, Tarkovsky, Romer, etc., je trouve que les discours, enfin moi, ceux auxquels j'ai eu accès dessus, sont rarement... vous savez, il y a ce côté religieux dans le plus mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'on peut toucher à rien, on peut rien dire. Et effectivement, c'est ce qui finit par se passer, c'est qu'on ne dit pas grand-chose. Et en fait, quitte à écrire sur le cinéma, je dirais que sur le cinéma, c'est un détail. L'idée, c'est d'abord d'écrire. Et je pense réellement qu'écrire, c'est pas écrire sur des choses forcément intéressantes, c'est écrire de façon intéressante sur peu importe quoi. Et donc, je pense que les cinéastes que j'ai choisis, évidemment, c'est des cinéastes que j'aime, des cinéastes dont j'ai choisi de parler, mais c'est aussi parce qu'ils se prêtaient, enfin, en tout cas de ma part, j'arrivais assez facilement à en parler de façon, oui, ce que vous appelez désacralisée, c'est-à-dire que ça m'amusait beaucoup. Alors, il y a d'autres cinéastes que j'aime autant, mais je n'arrivais pas à en faire quelque chose d'intéressant. Et l'idée, c'est écrire sur le cinéma. De toute façon, c'est un livre. Donc, oui, autant qu'il soit intéressant en tant que livre. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que vous les faites vivre ces personnages dans l'invention du cinéma très très vite. Méliès, les deux frères Méliès, enfin les deux frères Lumière, pardon, excusez-moi, les deux frères Lumière vivent, ils ont un dialogue parfois. Oui. Et voilà, et ça c'est aussi, et c'est ça qui, à mon avis, crée aussi une forme de proximité assez forte. Et puis surtout, il y a des je pense qu'en sous-titre, si on avait mis anachronisme, ça aurait été juste génial. Je veux dire, il faudrait quand même que je lise un extrait pour que la lectrice ou le lecteur ait un aperçu de ce que j'ai pu découvrir dans l'invention du cinéma, si vous me permettez. C'est pas très long, mais en tout cas, ça donne vraiment, vraiment un aperçu. C'est pratiquement au début. Alors, il faut savoir que généralement, il y a peut-être une page par, je sais pas vraiment des chapitres, c'est peut-être des épisodes, on va dire. Mais en tout cas, parfois, c'est une page, parfois 2 pages. Et il y en a un qui s'appelle un succès. Et donc, vous dites, parce que en fait, tout est vrai. Et en même temps, il y a des choses qui auraient pu être vraies. Et donc, à un moment, vous dites, en 1896, la projection d'arrivée d'un train en gare de La Ciotat fut un succès et ce court-métrage ouvrait des perspectives incalculables. Et là, il y a une conversation entre Auguste et lui, Lumière. Alors, Runaway Train, il y a une filiation directe entre La Ciotat et Runaway Train. Et donc, l'autre lui dit, c'est quoi Runaway Train? C'est Konchalovsky, la grande époque de la canon. Enfin, c'est quand même une conversation entre les frères Lumière. Il faudrait quand même que les gens sachent qu'on parle d'une autre période. Donc, Konchalovsky, la grande époque de la canon, un des rares films intéressants des années 80. Les années 80, tu veux dire 1980? Oui, les baladeurs, le roller en ligne. Tout de même, Invasion Los Angeles, le syndicat du crime, To Live and Die in Los Angeles, ce n'est pas comme si tout s'était arrêté avec Shining, mais tout s'est arrêté avec Shining. Les deux frères discutaient agréablement en buvant du brandy, comme font les derniers cinéphiles quand ils rentrent du cinéma, par exemple, quand ils ont vu le dernier Jason Kay au 7 Parnassien, et qui vont se remettre de leurs émotions au select. C'est toujours un moment agréable. Ils se sentaient bien, les crieurs de journaux passaient entre les tables, hurlant leur nom à la cantonade. Lumière, Lumière, un nom qui resterait dans l'histoire, mais en fait, ils n'avaient pas inventé le cinéma. Non, ce n'était pas eux. Je trouve que ça donne vraiment un aperçu de ce qu'on va lire dans le livre. C'est que c'est très drôle, c'est très raffiné. Et en même temps, il y a des choses que vous arrivez comme ça à placer dans tout le livre, parfois qui sont, comment dire, qui sont importantes aussi pour vous. Oui, ouais, bah, de toute façon, le fond est sérieux. Enfin, je veux dire, j'en parle comme ça parce que
c'est une façon de retenir l'attention. Plutôt que de le faire de façon didactique et tout, mais effectivement, disons que je crois tout ce que je dis, quoi. Même la théorie de la barbe? Même la théorie de la barbe, un petit peu, oui. Ah, il faudrait que vous nous en parliez de ça, s'il vous plaît. Ça, je vais pas quand même le Non, lire de mais nouveau, mais c'est génial, je trouve. ça m'amusait parce qu'effectivement, du jour au Pardon. lendemain, tous les, ce qu'on a appelé le nouvel Hollywood, Mmh. ce qui m'a frappé, c'est qu'ils étaient tous barbus. À part Friedkin, mais Friedkin il était à mi-chemin, hein, générationnellement aussi. Et c'est amusant, enfin quelque part, on ne peut pas s'empêcher de l'Hollywood classique, ils étaient tous borgnes, Mmh. plus ou C'est moins. vrai, Ouais, c'est il y a vrai. des choses étonnantes comme ça. Et voilà, donc alors je suis parti sur la barbe. Bon, alors évidemment, après ça devient délirant, mais c'est quand même une façon de resituer toute cette génération de gens, moi, ce que je trouvais incroyable et à l'époque déjà et encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils se connaissaient tous et puis chacun battait les records de recettes de l'autre à tour de rôle, etc., etc. C'était quand même très étonnant. C'était une petite grappe de, je sais pas quoi, 5-6 personnes qui dominaient le cinéma mondial. Et puis comme si, c'est pas comme si, on n'a pas l'impression, vous savez, je crois que c'est Spielberg qui avait acheté une page dans Variety pour féliciter Lucas quand la guerre des étoiles avait battu les dents de la mer, où on voyait le R2D2 qui ramenait le requin au bout d'une canne à pêche. Et Ça que je sais pas, non. ça dit assez, c'est fascinant quand on a l'esprit de compétition dans lequel on vit, et je pense qu'à Hollywood, c'est certainement pas le dernier endroit où voilà, que ces gens-là semblent avec une grande facilité se partager une espèce de panthéon du succès en salle. Et c'est surtout ça parce que mine de rien, dans le chapitre sur la barbe, ce que je dis, c'est quand même ça, c'est qu'il y en a un qui a battu les records de recettes dans le monde entier, l'autre les a passés, le troisième les a passés à son tour, il y en a un qui les a pas passés, mais enfin il a eu la Palme d'Or à Cannes, et ainsi de suite. C'est sidérant pour une seule génération. Donc voilà, si vous voulez, j'ai caché ça derrière la barbe, mais il y a quand même le rappel de ça qu'aujourd'hui on a oublié parce que enfin, on a oublié plus ou moins, mais je veux dire, le réalisateur n'a plus de pouvoir à Hollywood. Mmh. Pas celui qu'il avait. À cette époque-là, on parlait, les grands noms du cinéma, c'était ça. C'était Coppola, c'était Spielberg, c'était Lucas. Aujourd'hui, les grands noms du cinéma, c'est Spider-Man, c'est Batman, on n'est pas dans le même monde. Donc voilà, ben c'est sur cet exemple-là, l'exemple de la barbe, c'est typique du livre, c'est-à-dire que oui, je rappelle des choses qui, moi, personnellement, que je trouve intéressantes et surprenantes, et puis je les mets derrière un petit truc, enfin derrière. Non, ça fait partie du truc, oui, effectivement, ils étaient tous barbus. Mais je me posais la question, est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait suffisamment de matière à délire pour pouvoir en faire un livre du même acabit que celui-ci? Je pense que j'en parle déjà un petit peu à la fin du livre, c'est-à-dire il y a ce personnage qui dit, mais qui est encore assez con pour aller au cinéma, on regarde des séries. Et c'est vrai que le grand phénomène cinématographique récent, c'est ça, c'est que la part de créativité qu'on supposait au cinéma, aujourd'hui, on la suppose aux séries, me semble-t-il. Et le cinéma dominant est globalement peu intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien qui se passe, mais probablement moins, oui. C'est comme si on sentait une asymptote qui redescend. Mais après, c'est une opinion personnelle et c'est peut-être aussi une question de génération. Mais oui, les jeunes gens que je connais, ils sont sur quelle série tu regardes?
pas tellement qu'est-ce que tu as vu samedi soir, voilà. Et c'est vrai que moi, dans mes choix personnels, je vais beaucoup vers je suis désolé, comme peut-être beaucoup de gens un peu âgés, mais je vais beaucoup vers des choses révolues. Bah, les derniers DVD que j'ai achetés, parce que j'achète toujours des DVD, Mhm. c'est des films des années 70, voire plus anciens que ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus personne de passionnant, hein, mais globalement, ouais, le cinéma n'a pas le même statut, il me semble. Et je crois que l'époque que j'ai vécue, moi, quand j'allais au cinéma, quand j'avais 16 ans, on pouvait toujours aller. Il y avait des films interdits au moins de 18 ans, il y avait toujours des films, c'était dangereux d'aller les voir, parfois littéralement d'ailleurs. Qu'aujourd'hui, tout ce qui est de l'ordre de la transgression, on n'a plus tellement l'impression que c'est du domaine du cinéma, me semble-t-il. Mais je Ouais, suis non, ça se discute, ça se discute. oui, je suis ni sociologue ni spécialiste. Et puis encore une fois, je suis d'une certaine génération, donc. Mais j'ai l'impression d'abord qu'il y a des choses qui n'ont jamais été dépassées, euh, vraiment. Euh, je- Bon, on disait déjà ça quand moi j'avais 18 ans, on me disait déjà ça, mais c'était pas faux quelque part. C'était déjà vrai. On a l'impression, bon, on peut dire ça de la littérature, on peut dire ça de beaucoup de choses. Ça serait désespérant que ce soit une raison suffisante pour tout arrêter. Ça y est, tout a été dit, tout a été. Mais Oui, oui. Puis c'est comme dans ouais, les vieux films et les nouveaux films, vous en parlez de ça aussi. absolument. Mais je suis en train Voilà. de faire exactement ce que je raconte dans ce chapitre-là. Mais oh, cela dit, hein, vous savez, je suis allé voir The Batman, je suis allé voir, je vais toujours en salle, hein, et bon voilà, et je suis toujours content. Je suis allé voir Card Counter, je suis allé voir je vais toujours voir des choses récentes. Bon, donc non, mais tout n'est pas fini. Mais Tout n'est, tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. Mais ah non, j'espère bien que non. Je suis le premier à espérer que non. il y a quelque chose qui m'a beaucoup abusé aussi dans ce livre. On peut pas reprendre toutes les pistes, les théories que vous utilisez, enfin, que vous mettez dans le livre, ou alors des anecdotes. Mais il y a une chose il y a deux choses. On terminera par la critique. Mais c'est très drôle ça aussi. C'est Truffaut et Hitchcock. En fait, il faut comprendre. Pardonnez-moi, je ris tout seul, mais c'est votre faute. Hein. C'est la faute du livre. Donc, C'est que non, mais je me dis, mais pourquoi? C'est que il y a quelque chose qui se passe à moi. En plus, vous êtes très très bon. Ça, c'est incroyable pour les. En fait, dans votre livre, il y a des espèces de fondus enchaînés qu'on devine parce que vous avez une capacité comme ça de passer d'un thème à un autre et on est là à dire ah mince et voilà c'est le principe du fondu enchaîné. Et à un moment vous parlez de Hitchcock qui est là en train de interviewer de Truffaut qui est en train d'interviewer Hitchcock pour faire son fameux Hitchbook et en fait vous imaginez Hitchcock essayant de faire tout ce qu'il peut pour comment dire faire en sorte que Truffaut ne l'emmerde pas trop finalement sur pourquoi vous avez fait ça et donc Hitchcock a cette capacité finalement d'arriver à le rendre tellement perturbant et Truffaut qu'en fait il arrive à le faire passer à autre chose et Truffaut tous les soirs se dit mais c'est pas possible, il faut absolument que je reste sur mon truc, il faut absolument qu'il réponde à ma question, qu'il n'arrive pas à m'embrouiller et finalement il arrive toujours à l'embrouiller. oui, bah c'est pareil, il fallait bien qu'il se passe quelque chose. Et je trouvais que c'était une façon amusante de parler d'Hitchcock. Mais en même temps, je vais vous dire, Hitchcock Truffaut, je l'ai lu avec Mmh. beaucoup d'intérêt. Et il y a quelque chose de cet ordre-là que j'ai, en y repensant, que j'ai fini par ressentir. C'est-à-dire que Truffaut, il a tout de très, pour ça, bah, comme moi, peut-être comme vous, il est très hexagonal. C'est-à-dire, il pense quelque chose des films, il est capable de théoriser avec beaucoup d'intelligence dessus. Et Hitchcock a plutôt ce côté, alors à la fois anglais et américain, des deux façons, à dire oui, bon, il y a une forme de pudeur,
Et puis, il y a aussi presque quelque chose de ce qu'il était, hein, de l'ordre du businessman, c'est-à-dire, attends, je ne vais pas te filer mes trucs. Il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire que les réponses d'Hitchcock sont assez étonnantes pour ça. D'un côté, il dit oui, mais puis il dit oui, mais bon. Et, et moi, je sentais ça vous savez, dans ce genre d'interview où Truffaut, il faisait beaucoup les questions et les réponses. Et c'est assez drôle de voir s'opposer. C'est pas tellement, oui, c'est deux cinéastes, mais c'est deux civilisations. Euh, ouais, là encore, je suis pas sûr d'être très très loin de la vérité. Surtout que, et c'est vrai aussi, c'est absolument vrai que à un moment donné, enfin, euh, ils parlent de sexe tous les deux, mais là encore, ils ne sont pas apparemment du tout la même conception de la chose. Et c'est un peu un dialogue de sourds. Et c'est très amusant parce que alors pour le coup, c'est un classique de la littérature sur le cinéma, Hitchcock Truffaut. Et c'est aussi quelque chose d'indéboulonnable puisque c'est probablement à raison, puisque c'est Hitchcock et c'est Truffaut, donc c'est quand même pas n'importe qui. Mais il y a un petit quelque chose comme ça quand même derrière, qui je pense n'est pas faux. Et comme ça me permettait d'écrire des choses un petit peu drôles, et puis de parler d'Hitchcock, et j'aime énormément l'œuvre d'Hitchcock, donc c'était tout bénéfice, voilà. Mais la position que de Truffaut à ce moment-là, parce que pour ça et ceux qui ne savent pas, le livre, enfin cette série d'entretiens entre Truffaut et Hitchcock arrive non pas au moment où Truffaut est encore critique de cinéma pour les cahiers. Non, 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 il est devenu cinéaste, il a fait des films. D'ailleurs même, il y a des moments vraiment passionnants, je pense que vous serez d'accord avec moi, où à un moment, Truffaut explique comment il a réalisé tel plan et Hitchcock lui dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi vous avez fait ça comme ça? Enfin, c'est un moment et c'est deux cinéastes qui se parlent. Ça, c'est passionnant. Mais il y a des moments, c'est surtout le critique de Truffaut redevient critique de cinéma. Oui, il faut savoir, il y a les deux. Et puis il faut savoir que dans le livre, il y a un aspect, il y a deux, trois choses sur la critique de cinéma qui est juste génial. Et ils vous font rire quand même, les critiques. Hein. Oui, pas uniquement. Il y a des choses très intéressantes. Non, mais c'est comment dire? Le cinéma, c'est une chose qui génère une très très grande peur intellectuelle chez beaucoup de gens. Peut-être moins maintenant, mais quand j'étais jeune, moi, il fallait s'y connaître. Donc, on sent très souvent chez les gens, ils voudraient bien dire que ça c'est bien, que ça c'est pas bien. Et puis, comme il y a aussi la notion du plaisir, ce qui est très difficile, il est difficile de s'y repérer, c'est parce que vous pouvez avoir pris énormément de plaisir à quelque chose vous pouvez penser que objectivement, bon, c'est juste pas terrible. Et puis vous pouvez aussi, on en parlait tout à l'heure, vous pouvez aussi vous ennuyer profondément à des choses qui sont censées être sacrées. Et donc, donc la position du critique là, et puis je trouve ça très compliqué d'avoir à parler d'un film de façon objective quand on sort de la projection, puis on en a ressenti quelque chose. Et je pense que c'est une position compliquée de dire j'ai adoré ça, voilà. Et puis parfois, on peut se demander au nom de quoi. Puis là aussi, dans les critiques, il y a des silos, enfin, il y a des gens, les gens qui écrivent dans Mad Movies, ils pensent rarement la même chose que les gens qui écrivent dans les cahiers du cinéma. Donc là encore, chez les critiques, il y a souvent des prisons idéologiques aussi. C'est très rare de croiser, mais comme dans la vie, hein, quelqu'un qui aimerait à la fois Ozu, Tarkovsky et au hasard Fernando Di Leo ou je sais pas quoi. Enfin, donc je pense que c'est une position qui est compliquée, critique, en soi. Après, il y en a qui sont passionnants.
est très intelligent et qui je voudrais pas, c'est pas, j'ai rien contre les critiques, j'ai appris Non, des mais choses, je plaisante, j'ai je appris des plaisante. choses. Mais non, mais je trouvais ça intéressant parce que je crois que ça correspond aussi à ça. Il y a quelque chose de fou dans l'idée qu'à un moment donné, quelqu'un va vous dire ce film-là est bien, puis ce film-là il n'est pas bien, et que vous allez choisir là-dessus ce que vous allez aller voir, alors que vous n'avez peut-être aucun point commun avec cette personne, vous aimez pas du tout les mêmes choses, peut-être que donc je trouvais intéressant aussi de parler de ça. Et ce qui est vrai aussi, alors ça pour l'avoir constaté à travers les décennies, c'est qu'il y a réellement le révisionnisme est bien à l'heure dans la critique de cinéma, sur des choses qu'on a défoncées sous des prétextes divers et qu'on encense 10 ans plus tard, et parfois les mêmes, sans vouloir Ah citer le nom. bah, eh ben, Donc, moi, je vais vous donner un exemple. Moi, ouais. je vais vous donner un exemple très précis. Un film, je suis sûr que vous savez de quoi je parle. Showgirls. Alors, Showgirls. Alors là, je me souviens très très bien des critiques de ce film Ouais, dans les années ouais. 90. Ah bah si, ça a été réhabilité, mais même par ceux qui l'ont attaqué à l'époque. Mais Verhoeven, en général, je veux dire, Showgirls, en fait, Showgirls, je sais pas si vous vous rappelez de cette histoire, c'est que le film sort au cinéma, il se fait massacrer, et puis les Inrecuptibles invitent Jacques Rivette parce qu'il avait sorti, je crois, Secret Défense en 97. Et ouais. puis, donc, c'était Frédéric Bonneau et Kaganski, je crois, qui l'interviewent. Et puis, à vérifier, je suis pas sûr, mais il faut vérifier. Et puis, donc, il parle de Secret Défense, tout ça. Et puis, il y a une deuxième partie où, comme Rivette était l'un des rares cinéastes un peu de sa génération qui continue encore à aller au cinéma, à aller voir des films. D'ailleurs, avec des potes à moi, on allait souvent à l'UGC Châtelet-Léal pour essayer de voir si Rivette c'est véridique, hein. Et il était toujours là, c'est assez impressionnant, il voyait tout. Et donc les deux critiques des Inrocks se sont dit, bah, on va quand même, on est là, et Rivette est là, on va lui poser des questions sur des films récents. Titanic, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, bah, Rivette dit ce qu'il en pense, et puis à un moment, Showgirl, et là, Rivette dit, alors là, vous vous êtes tous complètement gourés, parce que c'est peut-être le meilleur film de Verhoeven. Et c'est à partir de là qu'il y a une réhabilitation du film. Mmh. Oui, C'est ben, véridique, c'est véridique, hein. ouais, ouais. Oh, mais il y a des choses encore plus simples. Enfin, moi, quand j'allais voir Clint Eastwood en salle en 76, etc., mes copains de l'époque, j'étais un fasciste. Comment je pouvais aller voir ça, etc., etc. Bon, et puis 2 décennies ont passé, ou 3, ou je sais plus, et puis il était président du Festival de Cannes, et on pouvait plus dire qu'un film d'Eastwood, c'était pas un chef-d'œuvre. Enfin, c'est voilà, donc c'était juste sur la critique de cinéma, il y a ça qui est à l'œuvre malgré tout. Il y a, voilà, qu'est-ce qu'il est bon de dire en ce moment? Qu'est-ce qui était bon de dire il y a 10 ans? Ce qui est très bizarre concernant une activité qu'on considère comme en partie artistique. Ah oui, mais il y a aussi je pense qu'il y a, je pense, hein, après je suis peut-être pas sûr, mais il y a aussi une idée générationnelle. Par exemple, Richard Fleischer, d'ailleurs c'est ce qu'il écrit, Nicolas dans son livre, c'est que il prend même comme exemple un extrait d'un article de Danet voilà, qui disait plus Ouais, de mal que de bien. Moi je crois beaucoup ça aux générations. Je pense que dans ouais. 10, 15, 20 ans, il va y avoir des critiques qui auront peut-être entre 20 et 25 ans et qui vont revenir sur des films que j'aurais vus et que j'aurais trouvé pas forcément si intéressants que ça et qui vont me dire oui, peut-être parce que tu as pas forcément bien vu. Et c'est ça qui est passionnant, je trouve. Enfin, moi, je trouve ça assez passionnant et c'est pour ça que Allez. Oui, oui. ça l'est, c'est important. Mais American Sniper de Clint Eastwood, c'est récent et je me souviens de critiques disant que c'était un film facho et que le cinéaste était Oui, encore facho. oui, Ah bah oui, d'accord. on change pas une équipe qui gagne, faut pas Non, déconner non plus. En non, tout cas, c'était vraiment un plaisir de discuter avec vous et sur ce bouquin-là, mais surtout sur l'invention du cinéma. Je rappelle, dans le descriptif, il y a les liens. Je mettrai même aussi le lien des 10 meilleurs films et de l'invention du cinéma, tous les deux édités chez Marès. Je vous invite fortement à vous les procurer. C'est vraiment passionnant, c'est très très drôle et c'est très
comme le disait Luc, il y a aussi des questionnements sur certaines choses qui sont liées au cinéma. C'est un bon moment. On passe vraiment un bon moment et on s'est dit que 10%, même pas hein, du livre. Donc, il faut y aller pour le découvrir. En tout cas, c'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup, Luc. C'est moi, merci. À très vite. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony